Aujourd'hui le 9 février 2017 et en préparant cette interview, notamment avec Noël, on se disait que ça fait exactement 14 ans que Stéphane Valéry a été élu en tout cas au Conseil national. Vous êtes resté 7 ans président du Conseil national, 7 ans conseiller de gouvernement, ministre. Oui, donc c'est une évolution incontournable. Monaco ne pouvait pas rater le train de l'histoire. C'est incontestablement un mode de travail qui est amené à se développer avec la numérisation des entreprises et de la société. Il fallait obtenir un accord, c'était pas évident, hein, vous le savez, avec la France, parce que notre seul intérêt, c'était que nos entreprises payent des charges patronales monégasques pour leurs télétravailleurs habitant en France. Or, c'était pas du tout la convention bilatérale et c'était pas les règles européennes. Donc ça a été compliqué, mais nos partenaires français ont compris tout l'intérêt pour eux aussi de ce texte qui va créer des emplois dans les Alpes-Maritimes. Alors, c'est une grande réforme, c'est un bouleversement dans les entreprises. Donc il faut bien comprendre, les sociologues le savent mieux que moi, qu'il y a des résistances à tout grand changement. Mais il y a eu du temps pour passer du cheval à la voiture, il y aura du temps dans les entreprises pour passer du travail classique au télétravail. Pour autant, après, donc, la loi a été votée en juin par le Conseil national. On a vraiment commencé, on a voulu laisser 2 mois aux entreprises, donc on a commencé à vraiment proposer donc, aux entreprises ces contrats avec la direction du travail à la rentrée, hein, donc septembre-octobre. Donc on a quoi, 3-4 mois de recul. Et les chiffres donc, procurés hier soir par Madame Palanca de la direction du travail sont une quinzaine d'entreprises donc, qui se sont mis au télétravail à Monaco. Et je crois qu'on était hier soir à 122 télétravailleurs. Mais ça monte, il y a un intérêt constant, tous les jours des appels. Et donc j'ai toujours dit que le bilan, il faudrait le faire au bout de quelques années, bien sûr. Voilà, nous sommes sur la bonne voie. Et donc j'en profite pour rappeler à toutes les entreprises qu'elles peuvent aujourd'hui rencontrer la direction du travail. En France, on a des chiffres incroyables. 96% l'année dernière, donc des entreprises qui ont essayé le télétravail ont décidé, autant au niveau des employeurs que des salariés, de continuer. Donc il y a un taux de satisfaction. Et je dirais, l'essayer, c'est vraiment l'adopter. Donc il faut l'essayer. Donc encourageons les entreprises de Monaco à le faire. Il y a un type d'entreprise particulier ? Les premières qui ont eu recours au télétravail Monaco, c'est Monaco Télécom d'abord, on revient dans les télécommunications. C'est dans le shipping aussi, il y a des grosses sociétés de shipping qui ont compris tout l'intérêt, et puis des sociétés de nouvelles technologies. Mais voilà, vraiment, c'est un projet encore en plein développement, et le potentiel devant nous est colossal. Hein. Franchement, c'est du gagnant-gagnant pour l'entreprise, pour ses locaux, pour les transports et pour le gain de temps et la qualité de vie des salariés. Je pense qu'il faut un rapport de confiance. Il faut sans doute avoir confiance dans son salarié, parce que c'est vrai que la première réaction d'un entrepreneur, c'est de dire mais est-ce qu'il va travailler comme quand il est au bureau? Donc je crois que c'est peut-être des collaborateurs quand même qu'on connaît déjà depuis un certain temps, en qui on a vraiment confiance. Voilà, le taux de satisfaction, je l'ai dit, est énorme. En France, donc il y a du recul, il y a 10-15 années de recul chez les Français. On voit que l'absentéisme diminue, la productivité augmente et je dirais le bonheur au travail des salariés augmente. Donc franchement, je répète, il faut essayer. Voilà. À terme, vous espérez combien d'emplois ? Écoutez, sur les moyennes européennes, on est autour de 15%, avec des pays du Nord qui sont en avance et des pays du Sud un peu en retard sur la moyenne. Donc 15% sur nos 50 000 salariés, ça ferait un jour 7 000, autour de 7 000 emplois. Non pas création uniquement, hein, ça aussi on l'a toujours dit, on ne sait pas, et ça c'est en marchant qu'on va apprendre à marcher. Donc quel sera le pourcentage de création et quel sera le pourcentage de transformation? Ça ne sera pas 7000 créations d'emplois, mais 7000 télétravailleurs. Donc une partie seront des salariés qui auront transformé leur contrat. Je me suis rendu en Italie, donc à Rome, à rencontrer le secrétaire général du ministère du Travail l'année dernière. Et donc nous avons revu récemment le nouvel ambassadeur. La balle est dans le camp des Italiens. Ils ont fait des propositions sur la base de l'accord franco-monégasque. Donc nous sommes dans l'attente du retour des Italiens qui, récemment, l'ambassadeur m'a écrit pour me dire qu'il y avait un intérêt de l'Italie et que très bientôt nous aurions des réponses du gouvernement d'Italie.
Oui, effectivement, quand le prince souverain m'a demandé de rentrer dans son gouvernement, le télétravail, le nouvel hôpital faisait partie des priorités dont il me demandait de m'occuper. Il y avait aussi l'insertion des diplômés monégasques, on en dira peut-être un mot avec la commission d'insertion des diplômés. Il y avait aussi la sauvegarde du régime de retraite des salariés. Mais pour le nouvel hôpital, donc, le prince effectivement s'est interrogé sur les options qui étaient sur la table. Rappelez-vous, en 2010, c'était, pour ceux qui ont connu ce dossier, l'hôpital Vasconi, du nom de l'architecte qui avait porté le projet. Et donc, effectivement, j'ai, à sa demande, repensé le projet sanitaire, l'organisation des services du futur hôpital. Nous avons proposé au souverain, et qui a tranché en 2011, donc, de réduire de 25% le volume et le nombre de chambres prévues dans le projet précédent. En fait, on sera dans un hôpital constant en nombre de chambres, alors que le projet précédent, c'était plus 25%. On avait constaté, en effet, que si on agrandissait l'hôpital, il fallait aller chercher de plus en plus loin des malades, et donc de plus en plus de malades de la sécurité sociale française, dont on savait que les remboursements allaient diminuer. Donc c'était à coup sûr creuser le déficit à terme de notre hôpital. Et puis on a repensé l'hôpital avec la médecine moderne, avec la volonté de l'adapter justement à la T2A, la nouvelle tarification française de remboursement de la sécurité sociale. On a revu à la baisse les lits de chirurgie lourde, les lits d'orthopédie. On a revu à la hausse tout ce qui est ambulatoire, l'hôpital de jour, ce qui est encore rentable aussi en T2A, la dialyse notamment. Et puis on a fait, je pourrais en parler longtemps, mais je vais quand même être bref sur cette question peut-être un peu technique, mais les médecins en tout cas présents dans la salle me comprendront. On a fait un hôpital fonctionnel. Voilà. On a voulu d'abord et avant tout qu'il soit facile à gérer pour bien soigner les malades et pas trop coûteux dans son fonctionnement. Donc pour être clair, la superbe qualité architecturale avec des centaines de mètres de façade, des services qui n'étaient pas organisés tous autour de 14 lits, on les a supprimés parce que nous voulons un hôpital qui soigne bien à des prix raisonnables. C'est fait. Et je terminerai en vous disant, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, que je ne suis pas responsable désormais du chantier. Chacun son rôle dans un gouvernement. Moi, mon but, mon objectif et mon rôle était de définir le projet sanitaire. C'est maintenant ma collègue, et qui s'en occupe très bien, donc Madame Marie-Pierre Gramalia, ma collègue de l'équipement, qui conduit et mène ce chantier, puisque maintenant nous sommes passés à des travaux publics. Donc. Vous avez toujours été favorable au fait que le nouvel hôpital reste en lieu et place de l'hôpital actuel. Est-ce que c'est un choix que vous défendez encore, qui vous semble finalement être le bon choix ? C'est un choix qui a été fait après un large débat avec tous les intervenants, y compris le Conseil national. C'est pas forcément l'option que je défendais. Après, le gouvernement a fait des choix que j'assume et que bien sûr. Mais c'est plus compliqué, bien sûr, de construire un hôpital sur un site occupé. Le problème, c'est qu'en 2010, quand le prince m'a demandé de regarder ce dossier, c'est vrai qu'on était à un état tellement avancé sur les délaissés que c'était compliqué de faire l'hôpital en bas sur les délaissés. Mais donc, sans doute, après 2010, on a fait le seul choix qu'on pouvait faire. Maintenant, il faut bien le dire, c'est évident, c'est plus long, c'est plus compliqué de reconstruire un hôpital sur un site occupé. Je pense qu'on a pris toutes les mesures, et là, je rends hommage à Madame Gramalia, qui fait tout ce qu'elle peut pour que les nuisances du chantier soient les plus limitées possibles. Le mur de protection sonore pour les riverains, bien sûr pour les chambres. On a refait des travaux récemment pour se protéger encore davantage des poussières, pour protéger nos chambres. Je crois que tout est fait aujourd'hui et il faut foncer. Regardons devant nous. Donc, après tout, 2021, ce n'est pas si loin que ça. 2021, c'est 4 ans et c'est la première tranche. Mais on a voulu, dans cette première tranche, que la totalité des chambres à un lit de grande qualité soit livrée. Donc je pense que vraiment les monégasques et les patients de l'hôpital verront un changement considérable dès la première tranche, donc dès 2021. C'est compliqué, mais le gérer, ça semble compliqué aussi. Vous avez eu des problèmes dans différents services, enfin pas vous spécifiquement, mais en tout cas l'hôpital. Le dernier exemple en date, c'est le service urologique qui a fait beaucoup parler de lui dans nos colonnes. Est-ce que ces problèmes appartiennent maintenant au passé? Est-ce qu'ils sont révélateurs d'un profond malaise au sein de l'hôpital? Gérer un hôpital, vous avez bien raison de le dire, c'est très compliqué. Aujourd'hui, le CHPG, c'est 2700 salariés, un des plus gros employeurs de Monaco. C'est plus de 200 médecins.
c'est 3 syndicats. Donc c'est évidemment, la direction de l'hôpital est un poste très, très difficile. Vous parlez de l'urologie, oui, alors il faudrait quand même rappeler aussi comment les choses se passent à l'hôpital. Donc il y a des jurys de concours qui sont chargés de recruter les médecins. Le seul objectif qu'on leur donne, c'est de recruter les meilleurs, parce que je crois que le plus important, c'est la qualité pour soigner au mieux les malades, la qualité des médecins. Donc les jurys sont pluralistes. Hein. Nous avons des représentants des médecins, de la commission médicale d'établissement, de la direction de l'action sanitaire, le chef de service concerné, des médecins extérieurs, toujours un qui vient donner un avis. Donc en urologie, le jury avait décidé de recruter à l'unanimité un des très grands urologues français, le Dr Baumer, incontestablement un des tout meilleurs en compétences. Bon, il se trouve que, je dirais, l'alchimie n'a pas prise avec notamment un adjoint qui était en place depuis de nombreuses années, et je ne peux que le regretter, mais c'est vrai que ce conflit de personnes, malheureusement, a créé un certain nombre de tensions au sein de l'hôpital. Voilà, le prince souverain a pris les bonnes décisions, c'est un problème qui est derrière nous aujourd'hui. Le docteur Quintance, depuis début janvier, il est en train lui-même, il est un grand spécialiste de la robotique, des techniques non invasives en urologie, et il est en train de recruter lui-même son adjoint avec... il sera dans le jury, là, donc le jury s'est réuni, donc les propositions vont arriver bientôt sur la table du prince souverain. Nous aurons donc, et nous avons une équipe unie, compétente, donc en urologie, on est reparti sur les bonnes bases. Alors, d'abord, je crois qu'il faut quand même rappeler que depuis de nombreuses années, la gestion de l'hôpital a été considérablement améliorée. Moi, quand je suis arrivé en 2010, les élus, j'ai vu qu'il y a plusieurs conseillers nationaux dans la salle, donc ne me démentiront pas, on avait un déficit assez important de fonctionnement du CHPG. Les comptes ont été largement redressés, puisque si on exclut les maisons de retraite annexes, l'hôpital en lui-même a été excédentaire ces dernières années et légèrement à l'équilibre, en très léger déficit l'année dernière. Donc redressement des comptes incontestablement, recrutement de chefs de service et de médecins de grande qualité depuis de nombreuses années, progrès social. Alors on me dit toujours il y a des problèmes et des tensions. Bien sûr, quand vous avez 3 syndicats, 2700 salariés, plus de 220 médecins, c'est parfois des décisions difficiles à prendre. C'est pas un tout repos la direction du CHPG. Mais globalement, prenons un chiffre, on n'en parle jamais. Il y a eu un appel à la grève récemment, donc dans le cadre d'un mouvement national de l'Union des syndicats de Monaco, et un syndicat donc, de l'hôpital a appelé tous les salariés de l'hôpital à faire grève. Bien, écoutez, résultat, 92% des employés du CHPG étaient présents à leur poste de travail. Donc je crois qu'il y a une majorité considérable de personnel qui est consciente de tous les progrès qu'on a fait. Protection des évolutions défavorables du régime de retraite français, c'est terminé, ils ne sont plus concernés. Création d'une retraite complémentaire de 20% qui était demandée depuis 20 ans et que nous avons pu mettre en place donc, ces dernières années. Protection du pouvoir d'achat, prime de Noël, extension de la crèche, et récemment, j'arrêterai là, mais je pourrais parler longtemps des progrès sociaux à l'hôpital. Récemment, création d'échelles indiciaires monégasques pour garantir qu'à tous les postes, on soit toujours mieux rémunéré que dans les hôpitaux publics français. Coût 1 million d'euros depuis le 1er janvier de plus dans la masse salariale. Alors écoutez, oui, il y a quelques tensions, oui, il y a des incompréhensions, c'est vrai, entre certains syndicalistes et la direction notamment, ou peut-être certains médecins avec l'affaire de l'urologie. J'ai pris une initiative. Parce qu'il y a des malentendus qu'il faut essayer de lever. J'ai demandé aux 2 syndicats qui ne s'étaient pas présentés aux élections syndicales à cause, disait-il, de leur mauvaise relation avec la direction, de venir m'expliquer ce qu'ils ressentaient. Je les ai reçus avant Noël. Et mardi prochain, le 14 février, tiens, d'ailleurs c'est un beau symbole, c'est la Saint-Valentin, donc si ça pouvait renouer des meilleures relations, je le souhaite en tout cas, je réunirai donc au gouvernement les 2 syndicats, donc le CHAM et le CIPAR, qui n'avaient pas présenté de candidat, et la direction. Et mon but, c'est de recréer un dialogue et de créer des ponts de nouveau entre la direction et les syndicats hospitaliers. J'ai entendu dire que le contrat de Patrick Bini, directeur de l'hôpital, s'arrêtait l'été prochain, c'est exact? Monsieur Bini est un fonctionnaire français détaché donc, de l'administration hospitalière française, comme nous avons encore un certain nombre de hauts fonctionnaires français dans l'administration monégasque. Il sera atteint par l'âge de la retraite en juillet prochain, mais vous savez que
d'autres hauts fonctionnaires français donc, peuvent être prolongés par le prince souverain, après par des contrats, donc il est lié à Monaco, au-delà de l'âge de 65 ans. Donc le prince souverain prendra sa décision, mais il est tout à fait possible qu'il décide de prolonger M. Bini au-delà du mois de juillet. On évoquait le rôle des syndicats, il y a eu un certain pluralisme syndical qui s'est instauré au CHPG, il y a eu la création de la F2SM. Quel regard portez-vous sur ce pluralisme syndical et un peu nouveau quand même? Mais moi, je suis profondément un démocrate. Donc, je pense que la compétition dans les entreprises, c'est la garantie, évidemment, du meilleur service et du meilleur prix. Je pense qu'en politique, évidemment, le pluralisme, le temps des partis uniques, Dieu merci, est révolu dans nos démocraties. Et je pense exactement la même chose pour l'action syndicale. Je pense que le pluralisme syndical, c'est tout simplement offrir un choix plus large aux salariés pour choisir le syndicat de qui ils se sentent le plus proche. Et donc je suis très content que ce soit sous ma direction du département des affaires sociales qui ait été créée une autre fédération syndicale. C'était en 2013. Voilà, nous avons désormais deux fédérations syndicales à Monaco qui offrent un choix plus large aux salariés de méthodes et de façon d'agir dans l'action syndicale. Vous avez toujours eu du mal à Monaco avec le dialogue social entre les patrons et les salariés. Est-ce que vous avez réussi vous-même à essayer de renouer le dialogue entre la fédération patronale et l'Union des syndicats Monaco notamment, mais également les autres syndicats? Je dirais oui et non. Au sein des organismes, des institutions où ils sont représentés, je pense au Conseil économique et social, je pense au tribunal du travail, il y a un bon état d'esprit. Je pense avoir essayé d'y contribuer à ma place, donc entre les représentants des salariés et des patrons. Par exemple, au tribunal du travail, que je connais bien, puisqu'il est placé sous la tutelle du département, je trouve franchement qu'il y a des gens qui oublient complètement, quand ils ont à juger d'une décision, leurs origines, et qui font les meilleurs choix en se respectant, et en comprenant qu'il n'y a pas que des gentils ou des méchants dans un camp ou dans l'autre. Je dois dire que c'est plus compliqué au niveau national. C'est vrai qu'il y a des intérêts, il faut bien le dire, qui sont contradictoires. Mais si on veut être optimiste, constatons que sur la volonté de créer un régime monégasque de retraite complémentaire, sortant du régime français, là, les organisations patronales et syndicales arrivent à avoir des visions communes et à travailler ensemble et à travailler sur un projet gagnant-gagnant pour les salariés et les employeurs de Monaco. Donc j'espère qu'il y aura d'autres exemples dans l'avenir. Quelles sont les actions dont vous êtes le plus fier? Dans ce poste-là ou en général? Oui, dans ce poste-là, oui. Dans ce poste-là, il y a eu un débat très complexe, puisque dans les priorités que le prince m'avait confiées en arrivant en 2010, il y avait la sauvegarde du régime de retraite des salariés. C'était pas évident, ça faisait là aussi 10 ou 15 ans qu'on en parlait et aucune réforme n'avait jamais été mise en place. Donc c'était pas évident de demander un effort au fond pour sauver le régime de retraite, mais il fallait le faire. On avait des chiffres clairs, d'ici 15 ou 20 ans, on n'aurait plus pu payer les retraites dans les bonnes conditions actuelles. Donc voilà, j'ai rencontré tous les partenaires sociaux, on a beaucoup réfléchi, on a fait des propositions, le souverain a tranché, et je dois dire que le vote à l'unanimité du Conseil national, d'une augmentation des cotisations patronales et d'une augmentation des cotisations salariales, et je dis bien à l'unanimité de tous les élus, c'était quand même une belle satisfaction. Aujourd'hui, on a une loi qui nous permet d'être plus sereins pour l'avenir du paiement de nos retraites qui sont évidemment extrêmement favorables par rapport aux régimes étrangers. Ça ne s'est pas fait totalement sans heurts toutefois du point de vue des salariés et des retraités. Évidemment, évidemment, mais je crois que la réforme était équilibrée, elle était nécessaire, et je crois que c'est très important dans la méthode. On ne peut pas réformer quand tout va bien. Je veux dire, on avait des alertes, on avait des seuils d'alerte qui étaient franchis, on avait un déficit important du régime, on avait un fonds de réserve qui commençait à être mangé par le paiement des retraites,
Et donc c'était le bon moment pour agir. La réforme, elle est passée aussi dans l'immense majorité des salariés, des esprits et des employeurs, parce qu'elle était très raisonnable. Très raisonnable. 0,8% d'augmentation pour les employeurs, 0,4% pour les salariés. Une dissociation du point, plus technique, j'y rentre pas, mais pour protéger, pour arrêter de distribuer des points qu'on n'aurait pas pu payer toujours plus dans le futur. Je pense que si elle a été acceptée largement, c'est aussi parce qu'elle était juste, bien répartie et raisonnable, et l'effort était vraiment modéré. L'évolution du nombre de salariés est conforme à ce qui était prévu dans le dossier des retraites précisément. Alors, elle aurait été conforme si malheureusement il n'y avait pas eu un certain nombre de plans de licenciement collectif. Et c'est vrai qu'on a subi, vous le savez, dans l'industrie, des délocalisations ces dernières années. On a subi aussi de manière conjoncturelle la crise du pétrole qui a impacté la SBM Offshore. Donc ceci fait qu'on a actuellement quelques regroupements bancaires aussi. Malheureusement, donc, la HSBC est en partie, donc, pour sa clientèle, en tout cas reprise par le CFM, qui vont entraîner des licenciements. Donc ces plans de licenciement ont freiné l'augmentation effectivement que nous espérions en moyenne de 2% environ du nombre de salariés. On est plutôt actuellement sur une stabilisation, une légère régression sur l'année dernière, donc à suivre, mais c'est vrai que si les chiffres ne remontaient pas dans le futur, on espère qu'avec le télétravail ça va nous aider, il faudrait sans doute utiliser la deuxième partie de la loi, de la réforme, qui nous permet encore, pour maintenir l'équilibre du régime, d'augmenter légèrement les cotisations de l'ordre 0,4% pour les employeurs et 0,4% pour les salariés. Mais c'est vrai que les plans de licenciement ont ralenti la croissance. La commission d'insertion des jeunes diplômés, est-ce qu'on peut en faire une sorte de bilan? Oui, alors ça c'est un sujet qui me tient à cœur depuis toujours, depuis l'association des jeunes monégasques, ça ne me rajeunit pas, c'est 1986, oui, c'est encore bien plus loin que le chiffre de 2003 de tout à l'heure. Je crois qu'on a compris qu'un employeur n'a pas envie de se voir imposer par la loi, par la contrainte de recruter des monégasques ou des prioritaires. Et je crois que la philosophie de la commission d'insertion des diplômés, c'est l'explication, la pédagogie, et ça marche. Donc c'est de rencontrer des employeurs, d'en faire des partenaires. Aujourd'hui, on a 134 entreprises parmi les plus importantes de Monaco qui sont partenaires de la CID, et de leur dire que nos jeunes monégasques, nos jeunes enfants du pays, ils sont diplômés des mêmes universités, des mêmes grandes écoles que tout autre étranger des diplômés, et qu'en plus, ils ont peut-être la motivation de vouloir demeurer et rester et vivre dans leur pays. Donc, ils sont sans doute plus fidèles à l'entreprise. Eh bien, ça marche. Ça marche, et donc en 7 ans, nous avons ouvert les portes des entreprises privées à plus de 200 jeunes diplômés monégasques et enfants du pays. C'est considérable. D'ailleurs, on est en train, et dans des postes de cadre, parce que là, on parle de diplômés de l'enseignement supérieur, c'est considérable. On est en train de vivre un bouleversement sociologique du salariat monégasque. Il y a toujours beaucoup de fonctionnaires, 1400 monégasques actifs, et c'est très bien, mais notre nombre de non-nationaux est en augmentation, le nombre de nos diplômés est en augmentation, et l'administration ne pourrait pas accueillir toujours plus de monégasques. Donc c'est très important que les 50 000 emplois du secteur privé soient ouverts aux monégasques. Et je vous dis, un bouleversement, c'est qu'aujourd'hui, on est à plus de 1000 monégasques qui travaillent dans le privé. Et si les courbes continuent, dans quelques années, il y aura plus d'actifs monégasques dans les entreprises que dans l'administration. Retraite ou le télétravail, ces sujets-là sont totalement dépendants du rythme législatif. Donc c'est là qu'on voit à quel point le Conseil national est important dans le vote des lois pour l'exécutif. Comment vous analysez l'évolution de ce rythme législatif depuis que vous n'êtes plus à la tête du Conseil national? Alors, d'abord, vous comprendrez que dans la fonction que j'occupe aujourd'hui, je n'exprimerai évidemment pas une position partisane pour l'un ou contre l'autre. Ça, c'est pas le rôle d'un membre du gouvernement du Prince. Mais si vous parlez de rythme législatif, moi je dirais que le département que j'ai l'honneur de diriger, et je voudrais d'ailleurs dire que tout ce dont on parle, c'est pas le travail d'une personne, c'est le travail d'une équipe. Je voudrais saluer, elles sont là toutes les deux, mes deux principales collaboratrices, Virginie Cotta, le directeur général, et Céline Caron, le secrétaire général du département.
Tout ce dont on parle, c'est un travail d'équipe depuis 7 ans, avec toute l'équipe du département, avec l'équipe des services, des directions qui sont placées sous notre autorité, que je vois très souvent. J'ai passé par exemple 2 journées récemment avec la direction de l'action sanitaire et toutes les équipes, avec la direction de l'action et de l'aide sociale. Donc ce travail collectif fait qu'on a toujours, depuis 7 ans, fait voter des lois dans notre domaine, quel qu'ait été le Conseil national. La loi sur les retraites, c'était encore la période où Jean-François Robillon était président, par exemple. Il y a eu, après, avec Laurent Nouvion, donc la loi sur le handicap, on n'en a pas parlé, très importante pour Monaco, pour les personnes concernées, une des lois les plus progressistes, les plus protectrices du monde pour les personnes handicapées. Mais c'est vrai qu'il y a eu plus de lois encore votées en 2016 avec Christophe Steiner, puisque je crois que le département a fait faire voter 4 lois l'année dernière. Donc il y a eu la loi sur la vente par Internet des médicaments, la loi sur l'organisation de la profession des chirurgiens dentistes, le télétravail bien sûr, et puis l'autre loi attendue par les personnes handicapées, l'accessibilité du cadre bâti, qui ne concerne pas que les handicapés, mais toute personne qui a un accident, qui à un moment donné dans sa vie à mobilité réduite, ou les mamans avec les poussettes. Donc nous allons, à partir de l'année prochaine, garantir que toutes les nouvelles constructions seront accessibles dans les parties publiques aux personnes à mobilité réduite et tous les services de l'État seront accessibles aux personnes handicapées. Très sincèrement, dans 1 an maintenant, il y a des prochaines élections. Vous y allez ou vous y allez pas? Écoutez, d'abord, je constate que cette question doit susciter un certain intérêt parce qu'on me la pose très souvent. Il y a même des gens qui me disent qu'ils le souhaiteraient, un certain nombre de monégasques. Moi, je peux vous dire, et mes 2 collaboratrices ici présentes ne me démentiront pas, que le poste de conseiller pour les affaires sociales et la santé est passionnant, que j'y suis totalement investi du matin au soir et plutôt 6 jours par semaine que 5, et que actuellement c'est ma préoccupation et que j'ai pas tellement le temps de penser à autre chose. Mais votre question, elle n'est pas d'actualité pour le moment, franchement. C'est dans 1 an, donc vous l'avez rappelé. Une question quand même sur la dernière proposition de loi qui a été votée, une proposition de loi de l'UM concernant les incompatibilités, c'est-à-dire l'impossibilité pour certains hauts fonctionnaires notamment de pouvoir prétendre à être candidat élu et a fortiori à la tête du Conseil national. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de loi? Alors, il faut bien que je fasse la différence entre le membre du gouvernement et le monégasque ancien président du Conseil national. Donc, le gouvernement n'a pas à se prononcer sur des propositions de loi qui n'ont pas encore été débattues et encore moins votées par le Conseil national. Donc, d'ailleurs, je constate qu'une minorité seulement d'élus l'a signée, donc rien ne dit qu'elle sera un jour votée par le Conseil national. Si c'était le cas, alors vous connaissez la Constitution, 6 mois plus tard, le gouvernement donne son avis, et 1 an après ces 6 mois, il doit déposer, s'il est d'accord, un projet de loi. Donc le gouvernement n'a pas d'opinion parce qu'il n'a pas étudié cette proposition. Maintenant, si vous voulez, en tant qu'ancien président du Conseil national, comme on touche là à une loi électorale, oui, j'ai une opinion personnelle, donc elle n'engage que moi, je le reprécise bien. Nous sommes environ, je regardais ça hier, 7000 monégasques électeurs inscrits sur les lois, sur le registre électoral monégasque. Il doit y avoir 350 millions d'Américains, 67 millions de Français, 300 000 Luxembourgeois, vous voyez, nous sommes 7000 électeurs. Donc première réflexion, toute volonté d'interdire à une partie de ces 7000 monégasques de se présenter me semble plutôt une mauvaise chose, un affaiblissement possible du Conseil national. Il y a quand même, il faut le savoir, de très nombreux hauts fonctionnaires, ne serait-ce que dans les départements ministériels, il y aura une centaine de monégasques qui y travaillent. Donc, comment voulez-vous imaginer qu'un haut fonctionnaire monégasque pourrait se mettre au chômage 18 mois, parce que c'est ce qui est proposé dans le texte, 18 mois avant une élection, sans être sûr, après ces 18 mois, d'être élu. Ça veut dire très concrètement qu'il n'y aurait plus aucun haut fonctionnaire de ce pays qui pourrait se présenter à une élection. Moi, je trouve que c'est un appauvrissement possible du Conseil national. Je crois qu'il faut laisser la liberté de choix tout simplement aux Monégasques. Il faut leur faire confiance. Moi, je crois qu'il y a un bon sens populaire. C'est bien que chacun ait des convictions. Écoutez, si en France récemment, par exemple, il n'y a pas un pays au monde où en tout cas ce principe est appliqué.
S'il était appliqué en France, nous n'aurions pas M. Macron candidat aujourd'hui à la présidentielle, puisqu'il a démissionné, je crois, 7 mois ou 8 mois avant les élections présidentielles. M. Valls, 4 ou 5 mois, donc n'aurait pas pu être candidat à la primaire. Et ce que je ne comprends pas, c'est que j'entends qu'un argument serait que les instances internationales le souhaiteraient. Alors là, il faut bien savoir de quoi on parle. S'il s'agit de lutter contre ce qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire qu'un ministre ne puisse pas, en démissionnant, servir une entreprise privée dont il avait le contrôle quand il était ministre. Moi, alors là, je suis tout à fait favorable. Par exemple, dans beaucoup de pays, un ministre des Finances qui démissionne ne peut pas immédiatement diriger une banque qu'il était chargé de contrôler quand il était ministre. Ça, c'est tout à fait positif. Mais c'est pas ça du tout le texte. Le texte, c'est d'empêcher les hauts fonctionnaires, s'ils n'ont pas démissionné 18 mois avant les élections, de se présenter aux élections du Conseil national. C'est pas une entreprise. C'est-à-dire de donner leur temps, leur énergie pour servir leur pays et pour servir leurs compatriotes. Alors, s'il vous plaît, n'humilions pas le Conseil national en parlant de pantouflage quand on va servir son pays et ses compatriotes au sein du Conseil national.